Ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 28 mars 2025. Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode des Voix de la Tech, l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Les Voix de la Tech version 30 minutes en audio sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube et en version intégrale avec cette semaine presque 20 minutes d'écoute supplémentaire. Et donc la meilleure décision à prendre aujourd'hui, c'est sûr, c'est vous abonner à l'intégrale des Voix de la Tech uniquement sur Apple Podcast. C'est une semaine exceptionnelle avec ni 2 ni 3 Voix de la Tech, mais une seule interview, un témoignage au plus près de la réalité d'une cyberattaque par le PDG de l'entreprise visée, avec une seule voix, celle de Pierre Alou, le PDG d'Octave. Il se trouve que je reçois un call du directeur technique qui me dit « Pierre, on a une panne, mais je pense que c'est pas une panne comme d'habitude. On est sur un écran noir et je crois que c'est grave. » Un témoignage unique, glaçant et passionnant sur ces 7 derniers mois, de ce 16 août 2024, une date pas choisie au hasard par les pirates, à la liquidation judiciaire prononcée le 19 mars, en passant évidemment par les 6 semaines de guerre avec les hackers et les demandes de rançon en Bitcoin. Être capable de ne pas négocier, de ne pas payer, de gagner du temps, d'être dans une logique de reconstruction de data en parallèle et de redémarrer par nous-mêmes en ayant coupé totalement la branche attaquée. Et c'est ce qu'on va faire. Dans quelques instants, vous allez vivre presque de l'intérieur la stupeur, la tension, la pression, le doute, l'épuisement, la colère, l'inquiétude et la peur pour les salariés d'Octave, la résilience et la résistance, l'abnégation, mais aussi le quoi qu'il en coûte de Pierre Alou pour permettre à ses clients de sortir de ce qu'il appelle une prise d'otage digitale. Les opérateurs ont un écran noir en face d'eux et ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus opérer les caisses, ne peuvent plus opérer les commandes, ne peuvent plus facturer. Et là, c'est la panique. Octave, 16 août 2024, dans les coulisses d'une cyberattaque sans issue, c'est un témoignage exceptionnel dans les Voix de la Tech. Bonjour Pierre Alou. Bonjour Benjamin. Merci tout particulièrement d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode des Voix de la Tech. Vous êtes le directeur général d'Octave, un éditeur de logiciels dédié au e-commerce et au commerce de détail, utilisé par des clients comme Cultura, la compagnie du lit ou Figaret. Octave, c'est 38 salariés, un siège installé à Angers depuis plus de 25 ans. Ou plutôt, c'était, puisque le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire d'Octave il y a pile une semaine. La fin imprévue de cette aventure pour une entreprise pourtant en plein rebond avec une croissance à 2 chiffres que vous aviez rejointe avec beaucoup d'ambition après le passage sous le pavillon canadien de Valsoft en 2023. Mais voilà, le 16 août dernier, et donc il y a presque 7 mois, le destin d'Octave a basculé. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Alou, le 16 août 2024 ? Alors le 16 août 2024, nous sommes pour certains en vacances. C'est mon cas. Et il se trouve que je reçois un call du directeur technique qui me dit « Pierre, on a une panne, mais je pense que c'est pas une panne comme d'habitude. On est sur un écran noir et je crois que c'est grave. Laisse-moi investiguer et je reviens vers toi rapidement. » Le téléphone commence à sonner depuis les clients qui s'inquiètent et qui disent « Cette panne est longue et bizarre, hein, que se passe-t-il ?» Et donc, on va se rendre compte assez vite qu'en fait, ça n'est pas une panne classique d'un ERP. ERP ? Pour les non-spécialistes, c'est un système de gestion qui permet de traiter et d'automatiser un grand nombre d'opérations courantes, telles que de la facturation, la prise de commande, pour un commerçant, et qui facilite son quotidien. Et il se trouve que là, donc, les opérateurs ont un écran noir en face d'eux et ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus opérer les caisses, ne peuvent plus opérer les commandes, ne peuvent plus facturer. Et là, c'est la panique. Parce que ça dure, et ça dure toute la journée. On se rendra compte en début d'après-midi que c'est une attaque russe opérée par une filiale roumaine.
Comment vous le savez aussi vite? On le sait vite parce qu'on repère les IP et on voit qu'il y a des acteurs étrangers, avec des IP étrangers, qui sont rentrés dans le système. Je suis obligé de ne pas pouvoir tout vous dire compte tenu de l'enquête, qui est toujours en cours, mais on se rend compte qu'on a été hacké par c'est une cyberattaque d'un agent malveillant, étranger à la communauté européenne, et qui va nous faire un ransomware, et que la totalité du système d'information se retrouve paralysée. Par chance, on avait anticipé notre évolution en matière de sécurité, et on avait déjà commencé à migrer et à passer totalement dans le cloud. Mais une partie de nos clients et notre infrastructure était pas encore dans le cloud. Et c'est cette partie ancienne de notre infrastructure qui a été touchée. Ce qui nous a permis très vite de rebasculer, on reviendra certainement là-dessus. Et en 6 semaines, alors qu'une cyberattaque peut couler une entreprise ou durer 6 mois, en 6 semaines, on était reparti grâce à notre cloud, sans faire de publicité, par un acteur américain de grand nom qui fait également des logiciels de bureautique. Vous parlez donc de ransomware, de rançongiciel. Donc concrètement, vous avez un message. Comment est-ce que vous découvrez la nature de la cyberattaque et combien on vous demande? Alors, c'est simple, direct, efficace. Toute l'entreprise va recevoir un mail, moi compris, en anglais, expliquant que c'est une attaque et qu'il va falloir très vite procéder à un paiement de rançon pour récupérer les codes de déchiffrage. L'entreprise est assez paniquée parce que c'est une nouveauté et ça ressemble quand même à une forme de prise d'otage digitale. Et très vite, on va être pris en charge par notre assureur qui va nous déléguer une équipe, une task force dès le 16 août avec des experts techniques, des experts juridiques, un cabinet d'avocats, pour ne pas le nommer, qui va nous aider à faire en sorte d'avoir 3 points par jour. 3 points par jour comme une prise d'otage pour procéder aux meilleures décisions. Donc, tous les matins, parce qu'en plus, nous sommes une entreprise filiale du Canada, donc il faut qu'on ait un point avec le Canada, un point avec la task force et un point avec nos équipes. Donc, 3 fois par jour, nous avons un point d'action, cellule de crise, décision, communication. Et pendant 6 semaines, ça va être 3 fois par jour. Et une vraie tension va se mettre en œuvre dans l'équipe Octave, mais personne n'a failli. Personne. Ce qui nous a permis de rétablir les systèmes au bout de 6 semaines par un acteur extérieur qui nous a récupéré toutes les datas sans jamais avoir les clés de décryptage du ransomware. Car nous ne les aurons jamais. Les pirates ne nous ont jamais donné les clés de déchiffrage et nous avons procédé en parallèle par une reconstruction dynamique des datas par un acteur extérieur qui a bossé jour et nuit et qui nous a, base de données après base de données, reconstruit nos datas. Vous dites que vous ne les aurez jamais, ça veut dire que vous avez payé pour les obtenir? Je vous laisse conclure, je vous laisse imaginer les sous-entendus. Nous n'aurons jamais, malgré toutes nos actions, considérant que nous étions en situation de prise d'otage, avec des clients qui étaient en train de perdre le chiffre d'affaires, très inquiets, nous avons fait comme si nous avions nos enfants en prise d'otage. Donc nous avons fait tout ce qui était possible pour repartir au plus vite, tout en mettant en place tous les scénarios parallèles, imaginant que malgré notre meilleure action, il n'y ait pas de clé de data et de récupération tout au long du process de piratage, ce qui a été le cas. C'est très important parce que j'imagine que dans ce type de situation, tous les chefs d'entreprise se posent la question. Alors d'abord, il faut avoir les moyens de payer les sommes demandées, mais certains se disent peut-être que c'est la seule solution pour récupérer mes données. Apparemment, il ne faut vraiment pas faire confiance aux hackers. Les hackers sont des criminels.
En face de cela, nous avons à prendre nos responsabilités et demain avoir à rendre compte à la justice, à nos clients, à la société, et être capable de dire qu'à chaque instant, compte tenu du contexte et des informations, nous étions en mesure de prendre la meilleure des décisions. La meilleure décision qu'on ait prise, ça a été de mener en parallèle un process de récupération de data avec une entreprise en Vendée. Donc je vais faire une micro-pub parce qu'ils ont été absolument extraordinaires. Et ils ont bossé jour et nuit pour faire en sorte de récupérer toute la data. Ils l'ont fait pour 76 clients. Il n'y a qu'un seul client pour lequel ils n'ont pas réussi. Et en plus, je me dois de leur faire une pub à ces Vendéens qui s'appelle Databack, parce qu'ils savaient qu'une chance sur deux ferait qu'on serait en liquidation, puisqu'en cyberattaque, on est souvent en liquidation après, et qui serait peut-être jamais payé. Et ils l'ont fait. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, et sans eux, jamais on redémarre. Au bout d'un moment, vous en arrivez quand même à envisager de payer la rançon. On l'a envisagé, on a été même plus que l'envisager, de façon à n'avoir qu'un seul objectif, faire en sorte de revenir à la prod au plus vite. On a des clients qui font entre 10 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc chaque journée de chiffre d'affaires représente des montants très très importants. Certains sont en saison, on est au mois d'août, et pour certains de nos clients, le mois d'août est un mois très important en termes de chiffre d'affaires, et les impacts économiques sont désastreux. Et plus la situation dure, plus les clients vont être en situation de faillite en domino, et on veut absolument l'éviter. Et on veut se mettre en situation de redémarrer au plus vite, quoi qu'il en coûte. Donc, cette cyberattaque, elle intervient le 16 août. À partir de quand est-ce que l'idée du paiement de la rançon devient une vraie hypothèse? Très vite, parce que, de ce que dira l'avocat, il existe un type de hacker qui joue le jeu et qui en fait veut jouer une réputation sur le dark web et dans le monde de la criminalité, et qui se dit, nous on est des hackers qui donnons les codes une fois la rançon payée. Puis il y a une partie de criminels qui donnent jamais les codes et qui vous font payer le plus longtemps possible. Sauf qu'on ne sait pas à qui on a affaire avant. Donc très vite, avec les avocats, on réfléchit à actionner cette option parce qu'elle est intelligente en matière de coût-bénéfice, c'est-à-dire que l'impact pour les clients est colossal et la bande de rançon est envisageable. Parce que le montant est acceptable. Le montant est raisonnable. Bien comme ça. Est raisonnable au regard de notre chiffre d'affaires. On est en millions d'euros? Non, on est moins que ça. Et c'est pour ça qu'on se dit, avec une demande de ce type, on peut se poser la question de savoir combien il va y en avoir d'autres derrière. Parce qu'elle est un peu faible, compte tenu de ce qui se fait dans le métier. Donc on réfléchit à se dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de dire, avec un montant aussi faible, l'impact peut être à coût très réduit, on peut avoir un impact très fort avec des clients qui pourraient être très vite en prod, sauf que les avocats sont très prudents sur les pratiques de ces criminels, l'actionnaire également, et l'expert technique aussi, parce que je dis, attention, le piège, c'est de repartir vite pour ensuite se refaire rehacker. Vous voyez ce que je veux dire? Très malin. Donc, le raisonnable veut, pour être capable de ne pas négocier, de ne pas payer, de gagner du temps, d'être dans une logique de reconstruction de data en parallèle et de redémarrer par nous-mêmes en ayant coupé totalement la branche attaquée. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc, vous ne payez pas. Mais en faisant croire que vous allez payer. On s'est mis en situation de père de famille. On s'est dit, si nos enfants étaient en otage, qu'est-ce qu'on ferait? Il fallait jouer toutes les pistes. Mais alors, vous le dites aujourd'hui parce que, quelque part, la partie est terminée? Oui. La boîte est liquidée. Évidemment, à cause de cette cyberattaque qui a géré une défiance vis-à-vis des clients, mais surtout un creux de trésorerie pour nous et pour nos clients. Et ils n'ont pas pu payer les factures pendant de nombreux mois. De bonne foi, l'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir 3 mois de trop de trésorerie. Ouais. Est-ce que c'est l'image
d'Octave qui a trop pâti de cette cyberattaque pour que vous puissiez continuer l'activité? Ou est-ce que ce sont les conséquences, vraiment, basico-financières, économiques, Non, de trésorerie qui euh, vous ont plombé? ce sont les conséquences basico-financières et économiques qui nous ont plombés parce que une cyberattaque, c'est un coût colossal, un coût indirect colossal. C'est trois raisons. Hein. C'est pas de facturation pendant 3 mois, des coûts externes liés à la cyberattaque très très importants. Et le troisième sujet, Combien ça vous a coûté? on est de l'ordre du million d'euros. Ah ouais. Sur une boîte qui fait 6 millions d'euros, c'est colossal. Et le troisième sujet, c'est les clients qui ouvrent une brèche en se disant, écoutez, Octave, vous n'êtes pas capable de me faire un site internet, je le comprends, mon site e-commerce est vital, je fais un site internet en 3 semaines. Et ils l'ont fait. La boule de neige, et certains clients sont partis au mois de janvier, ça fait pas ce que sans vous. ils ont fait sans Ils ont nous. appris à faire sans vous. Et oui, ça fait pas aussi bien qu'Octave, loin de là, mais on est passé en redressement judiciaire en novembre. Et le fait de passer en cessation de paiement et en redressement judiciaire en novembre a été la fin de la brèche. La brèche est totalement ouverte. Les clients ont dit, écoutez, je ne crois plus à Octave et à son avenir économique, compte tenu, en plus du départ du plus gros client, mais qui était prévu depuis plus d'un an avant cela. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement, aujourd'hui en y repensant, avec le recul, avec l'expérience? Il faut se faire accompagner par un spécialiste de la communication de crise, se faire accompagner par un avocat, se faire accompagner par un expert en relation avec le hacker et répartir les risques économico-financiers. Également une cellule de crise en interne parce que les collaborateurs sont extrêmement impactés. En vraie tension, on a bossé 7 jours sur 7 pendant des semaines. Ça, c'est très dangereux. On a, grâce à Dieu, je dis bien grâce à Dieu parce que on est un peu dans l'ordre du miracle dans notre histoire, eu aucune démission et aucun suicide. Je sais que mon avocat, que je salue, Alain, nous a sauvé la mise et il était en train de gérer une cyberattaque en parallèle qui s'est très très mal terminée. Donc nous, grâce à Dieu, on a réussi à avoir aucune faillite. On en a eu une seule, pour être très clair, mais on ne sait pas dire si elle est consécutive à la cyberattaque. On en a eu une sur un tout petit Parmi acteur. vos clients? Oui, sur un tout petit client, mais il nous a dit « je ne peux pas continuer ». On n'a jamais su si c'était dû au fait qu'il n'avait pas assez de trésor ou si c'était nous qui l'avions poussé dans cette situation. Pas de démission, pas de gens qui jettent par la fenêtre et on s'en sort indemne avec une liquidation malheureusement, mais on n'a perdu que de l'argent. Ouais. Est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise qui sont à leur tour victimes d'une cyberattaque, il ne faut jamais payer la rançon ou pas forcément? Pour moi, il n'y a pas de réponse oui-non. Je dirais pas il faut absolument payer la rançon tout de suite ou alors il faut absolument ne pas la payer. Je ne sais pas dire. Je pense qu'il faut analyser en fonction du contexte, des enjeux, savoir où on a été attaqué également. Mais l'expérience ne vous pousse pas à revenir peut-être à la position de principe de ceux qui n'ont jamais vécu cette situation, hein, qui consiste à dire on ne paye pas pour ne pas encourager les cyberattaques? Alors moi, ça m'a engagé que Pierre Alou. Hein. Ça n'engage pas Octave, ça n'engage pas le groupe, ça n'engage pas les avocats, ça n'engage que moi. Si c'était à refaire, je ferais pareil. Ma position de principe avant était de dire je ne donne pas d'argent à la mafia. C'était un peu ça, hein, la position de principe. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est toute décision qui permet d'amoindrir les effets et les risques est pour moi une bonne décision. Si payer peut éviter de perdre une vie, bah oui. Donc, je dirais, en mon âme et conscience, si des morceaux de papier peuvent sauver une vie, utilisons des morceaux de papier. Quitte à encourager davantage de cyberattaques, étant donné que ça prouve qu'elles fonctionnent. Je ne vois pas les choses comme ça après l'avoir vécu. Quand j'ai vu le niveau d'inquiétude, de désarroi, de ce qu'étaient prêts à faire certaines personnes en tant que clients, et ce que les clients étaient capables de dire, à savoir, vous en avez les moyens et vous n'avez pas mis tout en œuvre pour essayer
cette carte-là alors que vous l'aviez dans votre jeu? Vous aviez le joker et vous ne l'avez pas posé pour gagner la partie? Mais de quel droit? J'ai eu cette discussion une fois avec un client. C'était dur, vous pouvez savoir que c'était une des discussions les plus difficiles. Vous allez me faire perdre toute ma vie, 20 ans de travail, et avec toutes les conséquences que ça va avoir, monsieur Alou. Et vous ne payez pas une modique somme? Quelle est la somme? Dites-moi même, nous nous mettrons en communauté de payeurs pour payer la rançon. Ils étaient prêts à ça. Si vous n'en êtes pas capable, nous le ferons. Mais nous ne pouvons pas continuer ad vitam aeternam, en tout cas sans calendrier, payons et résolvons définitivement cette situation. Waouh! Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté cette interview, Pierre Alou? J'ai accepté cette interview parce que c'est une façon pour moi de faire mon deuil, de rétablir une forme de vérité après une épreuve longue et lourde, et de dire ce que personne ne sait, et de rendre à César ce qui est à César. Et cette équipe Octave a été hors norme, s'est battue jusqu'au bout pour l'intérêt de ses clients, de façon à ce que les clients puissent sortir de cette situation au mieux, et que ça a été très très long, et que avec beaucoup de foi, d'implication, d'honnêteté, beaucoup de qualité humaine finalement, au-delà de qualité technique, avec la bonne équipe autour. Je peux vous dire que je suis encore en réunion aujourd'hui avec l'assureur, pour vous donner un ordre d'idée. On y arrive. Et il y a eu un miracle, là, vraiment, parce que le hacker ne nous sortirait pas de cette situation, c'est en fait un piège abscon, en réalité. Et si Databack n'est pas capable de le faire, on n'y arrivera pas. Et tous les jours, vous êtes dans une pression terrible. Et un jour, Databack vous appelle et vous dit on y a réussi sur une première base. Et là, vous dites, ouais, le problème, c'est qu'il en reste 76. Et la deuxième, ça ne marche pas. Et donc, cette pression terrible aurait normalement dû aboutir à un abandon des collègues. Les collègues auraient dû me dire, écoute Pierre, arrêt maladie, on est en France. Et tout était réuni pour pouvoir le justifier. J'ai eu un message de la part d'un hacker qui me dit, qui me menace, personnellement, moi et le groupe, j'arrête. Je m'arrête. Non, les gens, ils n'ont pas arrêté. Ils ont bossé jour et nuit. On a démonté les serveurs nous-mêmes. On les a emmenés dans une camionnette en Vendée. Et ils ont bossé la nuit, jour et nuit, pour redémarrer. Tout le monde a répondu au téléphone. On s'est fait insulter pendant environ des semaines par les clients, mais qui étaient, on ne leur en veut pas, dans une situation mélangeant l'inquiétude, la colère. Et les gens étaient au téléphone et on laissait le téléphone. On n'a jamais mis le standard ailleurs. On a toujours répondu. Moi, c'est ma ligne personnelle, elle n'a jamais changé. J'ai eu des SMS parfois avec quelques noms d'oiseaux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est tellement courageux que je souhaitais en parler une fois que l'opération Octave était terminée, pour rendre à César ce qui est à César et saluer les valeureux collaborateurs qui ont été hors norme. On pourrait quasiment en faire un petit film. Comment vont-ils, vos 38 salariés, une semaine après cette liquidation judiciaire? Ils continuent à répondre au téléphone, ils continuent à bosser, ils donnent des sauvegardes, ils donnent des codes, ils sont surprenants, mais dans la ligne de continuité de ce qu'ils ont été. Et jusqu'au 31 mars, ils bosseront sur Teams ou au bureau, et tout le monde sera concentré pour faire en sorte que chaque client puisse basculer sur une autre solution dans les meilleures conditions. C'est quand même plus de 28 ans, et on balaye pas ça d'un revers de la main. Et pour moi, c'est une leçon de management que j'ai reçue de la part de ses collègues. Vous avez dit j'ai accepté l'interview parce que j'avais envie de dire ce que personne ne sait. Vous pensiez à quoi en disant ça? C'est un miracle. Databack nous a dit, dans un cas comme celui-ci, on n'aurait pas dû y arriver. Et j'ai un client un jour qui m'a dit, moi je ne suis pas chrétien, mais comme je me balade vers la Vendée ce week-end, je dois aller mettre un cierge. Et un jour, il m'a dit, cette histoire, elle est un petit peu particulière, elle dépasse quand même un petit peu l'entendement, et il y a un petit côté miraculeux. Donc je voulais dire que je pense qu'on peut remercier Dieu parce que il y aurait eu un paquet de faillites en cascade. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que
Octave a bossé jour et nuit pendant 6 mois et que rien ne l'a obligé. Rien. Merci beaucoup Pierre Alou pour ce témoignage, pour cette histoire, pour cette expérience, pour ces conseils aussi. J'espère que beaucoup de chefs d'entreprise potentiellement exposés aux mêmes risques que vous entendront votre message. Merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. Merci à vous, Benjamin. À bientôt. Et à bientôt. J'imagine que vous vous posez la question, Octave et la maison mère, le groupe canadien Valsoft, ont-ils accepté de payer la rançon exigée par les hackers ? Une rançon dont j'ai d'ailleurs vainement essayé de connaître le montant. Chacun de vous se fera sa propre opinion. J'ai évidemment la mienne, mais quelle importance finalement ? Au moment où je m'apprête à mettre en ligne ce numéro très spécial des Voix de la Tech et alors que la 18e édition du forum InCyber se tiendra à Lille du 1er au 3 avril, j'ai l'espoir que le témoignage de Pierre Alou aidera d'autres chefs d'entreprise à prendre les meilleures décisions dès les premiers instants, eux qui seront un jour ou l'autre probablement confrontés à leur tour à une cyberattaque, puisque comme vous le savez, la question n'est pas de savoir si on sera visé, mais quand. Et si vous restez sur votre faim, la version intégrale des Voix de la Tech vous attend sur Apple Podcast avec presque 20 minutes d'interview supplémentaires avec Pierre Alou, dont voici un extrait. C'est absolument pas hasard, je crois pas au hasard. Donc le lendemain de la fête du 15 août, c'est quand même le week-end de l'année où il n'y a personne en France. La version intégrale des Voix de la Tech avec cette semaine, l'interview exceptionnelle de Pierre Alou, le PDG d'Octave, c'est uniquement sur Apple Podcast. Merci à chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 4 avril et ce numéro 33 s'annonce déjà à la fois très différent, très varié et très riche en Voix de la Tech. D'ici là, j'ai besoin de vous pour m'aider à faire exploser la notoriété des Voix de la Tech. Sur Blue Sky, sur X, sur Instagram et sur LinkedIn, vous trouvez les publications des Voix de la Tech pour chaque épisode. Liker, c'est pas assez pour faire connaître les Voix de la Tech. Ce qu'il faut, c'est partager et republier pour passer la bonne parole à votre réseau. Partager, republier et parler des Voix de la Tech autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Merci d'avance et à vendredi prochain.